Il se passe un truc de fou en ce moment sur la micro-influence, je t'explique ça en 10 secondes. Je te la fais courte, mais grâce à Frisbee, tu fais un post LinkedIn pour une app partenaire et en échange, tu as accès à l'outil Premium gratuitement. Par exemple, Notion fait une campagne, tu fais un post LinkedIn sur Notion et en échange, tu as accès au plan Premium de Notion gratuitement. C'est simple, non? Et tout le monde y gagne. Parmi les apps partenaires sur frisbee.co, on en a maintenant des dizaines. On a Notion du coup, on a SumMagic, on a Folk, on a Taplio, on a la grosse machine. Et on explose tous les quotas depuis 5 semaines, c'est un truc de fou. On a plus de 50 nouveaux membres chaque jour. Et si toi aussi tu veux participer et postuler, c'est très simple, il te suffit juste de cliquer sur le lien qu'on t'a mis juste en dessous. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, tout à y gagner, donc du coup j'espère à très vite. Du coup, je suis avec Toinon Georget, CEO Wallaxy. Vous êtes dans les hors-séries des épisodes de La Chapelle Radio. Je me suis dit que j'allais quand même pas passer l'été à vous balancer des rediffs comme le font la plupart de mes petits camarades. On va essayer de faire un maximum d'épisodes. Là, on est au mois de juin pour que vous ayez encore 2 épisodes chaque semaine tout l'été. Et donc, du coup, sur cette thématique entrepreneuriat et création de contenu. Et j'étais quand même obligé d'inviter mon pote Toinon. Je pense que tu as été l'un des premiers que j'ai vu sur LinkedIn quand je suis arrivé, tu vois, genre en 2021. Ce mec-là, qui faisait un clin d'œil un peu de ringard avec une chemise un peu bizarre, mais qui avait l'air de bien peser dans le game de LinkedIn et le monde du SaaS. Donc du coup, voilà, on est devenus depuis, on se côtoie, on a même essayé de lancer des trucs ensemble. Et je me rends compte que cette intro, comme d'habitude, est beaucoup trop longue. Je vais te laisser te présenter avec tes mots, Toinon, et après, on enchaîne. Ok, tu veux la bullshit machine? Non, mais moi là, genre comme si tu te présentais en mode t'as 1 minute et je vois, c'est la promo, c'est un teaser pour un blockbuster américain de l'été quoi. Ouais, donc la bullshit machine. Vas-y. Ok, ok. Et après tu me feras. Toi, non, CEO, cofondateur de Wallaxy, l'outil numéro 1 de prospection LinkedIn automatisé au monde, 150 000 utilisateurs, 2000 avis, 4,8 sur 5 de moyenne, 10 000 clients, 10 millions de revenus annuels, 60 personnes, le tout en 4 ans sans levée de fonds. Ça, c'est la Pas bullshit machine. mal. Pas mal. Et du coup, si on creuse un peu tout ça, qu'est-ce que tu peux rajouter? Bah, si tu veux, je te dise la vérité. Je sais pas, ça fait 6 mois qu'on fait plateau. Quand tu recrutes 60 personnes, c'est toujours le chaos à l'intérieur. On n'arrive pas à aller à l'étranger comme on voudrait. T'as tous la vérité après qui sort si t'enlèves la bullshit machine. Mais c'est cool avec un mindset, voilà, tous basés à Montpellier, une culture d'entreprise qui est vraiment trop cool. Par contre, ça c'est la vérité. Je sais pas trop ce que tu veux d'autre comme. Non, franchement, ça, je suis trop chaud même qu'on fasse un petit live sur la culture, parce que pareil, moi, ça a toujours été quelque chose qui a été important. Alors, quand je dis ça a toujours été, c'est parce que j'ai eu la chance de monter une boîte qui s'appelle Kimono avec un mec qui s'appelle Olivier, qui du coup est un gros fan et qui est même, je pense, qui a été le mec qui a démocratisé le mot culture d'entreprise en France. Et ça que vous en avez une assez forte. Comment tu l'as défini aujourd'hui ta culture chez Wallaxy? Nous aujourd'hui, comme on l'a défini, c'est descriptif, hein, c'est pas normatif, c'est-à-dire que c'est pas on a écrit ça sur les murs au début de la boîte et c'est devenu ça, ou en tout cas c'est l'inverse. On a eu une culture qui était organique liée à ce que nous a mis comme input en tant que fondateur et aux premiers employés. Et ensuite, à partir d'une certaine taille de boîte, on s'est dit qu'il fallait la poser à l'écrit. Et donc là, on a demandé aux gens ce que c'était pour eux la culture et on a fait un travail pour la décrire. Nous, aujourd'hui, on a 2 piliers sur notre culture qui sont bien-être et performance. Donc, en gros, le mantra qu'on a, c'est qu'on considère qu'en donnant beaucoup de liberté, d'autonomie et en misant sur l'intelligence et la responsabilité individuelle, on peut avoir une boîte qui surperforme. Et dans ce cas-là, on peut laisser énormément de liberté et miser sur le confort quotidien en se disant que performer en 2024 et avant, c'est pas forcément travailler beaucoup, c'est travailler intelligemment. Et donc, c'est là-dessus qu'on mise. Et donc, pour te la faire courte, on a 6 valeurs qui sont ownership, exécution, liberté, bienveillance, insolence et la dernière, exécution, ouais, c'est ça. J'en ai donné 5 et la sixième, je vais leur oublier, comme d'hab. Ouais, t'inquiète. Et pourquoi insolence? Parce que ça, c'est quand même rare d'avoir ça dans ces piliers. Ouais, c'est assez, c'est ma valeur préférée, même si la définition exacte d'insolence, c'est mépris à caractère injurieux, c'est évidemment pas ça. La vraie définition qu'on aurait, c'est audace, mais audace, c'est trop galvaudé, grand groupe, tu vois. Donc on Ouais. a choisi insolence, et déjà, choisir le mot insolence dans nos valeurs, c'était une forme d'insolence. Et ça correspond au fait que on n'a pas peur de casser les codes, et on pense que à un moment ou à un autre, faut être un peu clivant.
et on aime bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et c'est quand tu fais des trucs qui sortent de l'ordinaire que tu te distingues. Et si tu veux être remarqué, il faut être remarquable. C'est ça le principe. Et donc, on va pas hésiter à faire des choses qui peuvent déplaire à certains Comme pour avoir une aussi énorme piscine à bulles dans ses comme bureaux. avoir une énorme piscine à boules, comme faire des trucs des fois Je dis absurdes. piscine à bulles, pardon, piscine à boules. Ouais, piscine à boules qui font partie des choses insolentes, mais aussi, tu vois, essayer de démocratiser les congés illimités, avoir des mitraillettes de nerfs dans tes bureaux, voilà, faire des, enfin, tu vois, faire des blagues aux employés où tu gonfles 8000 ballons dans la nuit, et puis ils se ramènent, et un matin, les bureaux sont pleins de ballons jusqu'à 1,50 m. Cet esprit-là de faire des trucs un peu what the fuck, en se disant que, avant tout, bah, la vie, c'est aussi fait pour s'amuser. Et donc, c'est bien de travailler, mais si on peut travailler dans un endroit où on s'amuse, c'est cool. C'est pas Non, important. clairement. Et ça, que ça c'est un truc que tu as vachement mis en avant. Moi, c'est notamment pour ces trucs-là que je t'ai connu à l'époque, bah, notamment sur LinkedIn, qui a été l'un de tes principaux terrains de jeu directement. Vous, est-ce que quand vous avez monté Wallaxy, donc qui s'appelait Prospecting Ouais. avant, donc ça, moi, quand je t'ai connu, ça s'appelait même encore Prospecting. Vous étiez un peu dans un entre-deux. Faire du pivot, ouais. Euh, Quel a été le poids en fait de la création de contenu dans, on va dire, dans le take-off et donc dans la stratégie d'acquisition chez Wallaxy? Ouais. Bah, déjà, quel est le poids aujourd'hui? On a à peu près 80-90% de notre acquisition qui vient du contenu, du branding et du bouche à oreille. Sachant que c'est très difficile de faire la distinction entre tout ça. Et c'est vrai qu'on a misé dessus assez tôt, en particulier sur deux canaux. Donc je vais dire à peu près dans les 3 à 6 mois après le lancement de Prospecting, on a appuyé tout de suite sur deux canaux qui étaient notre SEO, donc créer du contenu sur le blog, du contenu qui avait au départ vocation à servir nos utilisateurs, donc du contenu tuto explicatif, on prenait les retours au support et on créait des contenus basés sur ça. Et assez vite qu'on a cherché à optimiser en SEO pour se référencer sur Google, qui est devenu un de nos canaux principaux d'acquisition. Et le deuxième, ça a été vraiment LinkedIn. Effectivement, tu le disais, au balbutiement de LinkedIn, au moment où c'était encore une CV Tech et où 90% des posts commençaient par bonjour, bonjour réseau, cher réseau. Et moi, j'ai été dans les premiers, je pense, à vraiment créer activement du contenu LinkedIn à une époque où tu pouvais écrire à peu près n'importe quoi. Si ça commençait pas par cher réseau, tu faisais 10, 20 000 vues facilement. Et donc, ça a été Ouais. un super canal pour se donner de la visibilité. Et ensuite, on a étendu évidemment notre strate de contenu en multipliant bah, le nombre de créateurs en interne sur LinkedIn et en multipliant les canaux et en ayant aujourd'hui une entité média qu'on est en train de lancer sur laquelle on publie sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, Twitter pas trop, mais voilà. Et avec une Ouais, newsletter bah, du avec coup, inscrits. pardon, j'ai plein de questions parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu surtout toi. Donc, en fait, au début, tu as eu cette stratégie qu'on a eu beaucoup, c'est-à-dire, en fait, c'est CEO qui postent sur LinkedIn pour incarner leur boîte et pour ramener du trafic organique et qualifié sur leur site pour les transformer. Mais là, en fait, aussi, vous avez été assez remarquable chez Volaxis, c'est que vous faites partie aussi des premiers. Et en vrai, je dis les premiers, et en vrai, aujourd'hui, il n'y en a pas non plus 1000. En fait, c'est des boîtes avec un peu cette stratégie un peu d'employé advocacy où beaucoup de tes employés postent sur LinkedIn et t'en as même certains, bah, comme Amandine, qui sont même des stars de LinkedIn, quoi. Ah ouais. Bah, en fait, ça faisait à peu près un an que je publiais sur LinkedIn régulièrement et je me suis rendu compte que bah, j'avais bien optimisé mes contenus et que j'atteignais une forme de plafond de vue, c'est-à-dire que bah, je pouvais pas publier 5 fois par jour, que je pouvais pas multiplier par 5 les vues sur mes posts. Et je me suis demandé, ok, comment on fait pour multiplier la visibilité qu'on a sur LinkedIn qui est finalement un canal optimal pour nous parce que quasiment toute personne qui est sur LinkedIn peut avoir besoin un jour de Walaxy. Et donc le postulat, c'était vraiment, c'est notre top canal d'acquisition, il faut qu'on soit super visible. Donc comment on fait pour multiplier par 5, par 10 nos vues sur LinkedIn? Et je me suis dit, bah, si on fait publier les différentes personnes de la boîte, si j'arrive à amener les gens à le faire, d'un seul coup, on a un effet multiplicateur de malade et en plus, on a des synergies algorithmiques qui font que quand tu vas liker et commenter les posts des autres, ça va booster tes propres, enfin, leur contenu et ça va créer une toile d'araignée où aujourd'hui, c'est souvent qu'on a des gens qui vont liker ou commenter un de nos contenus, vont se retrouver dans la toile d'araignée et tu vas très souvent avoir même des amis de collègues, des amis de salariés qui vont dire, putain, j'en peux plus de ta boîte parce qu'en fait, j'ai liké un de tes posts et maintenant j'ai tous les posts de la boîte. Donc, tu crées une forme de toile d'araignée et tu captures les gens dedans et tu crées une forme d'omniprésence qui est intéressante. Et donc je me souviens, j'ai pingé la boîte sur Slack. J'ai dit bah voilà, si vous voulez semaine pro, je vous fais une petite formation créer du contenu sur LinkedIn. Ça dure 1 heure, quelques slides et ceux qui ont envie de venir, ils viennent. Voilà, moi je pense que c'est intéressant de créer du contenu sur LinkedIn
pour la boîte évidemment, mais pour vous, ça va vous créer une marque personnelle. C'est un asset de ouf, quoi. Ouais. Carrière et tout, ça va être un asset pour vous énorme. Et en fait, je m'y attendais pas, mais je me souviens que ce jour-là, à 80% de la boîte s'est ramenée. Alors, on n'était pas beaucoup, on était une vingtaine, tu vois. Mais on s'est retrouvé à 15 ou 17 dans la salle à faire la formation LinkedIn. Et c'est là que les premiers ont commencé à publier. Aujourd'hui, voilà, tu vois, c'est intéressant parce que mon compte LinkedIn s'est fait ban il y a à peu près 8 mois et bon, évidemment, C'était ma prochaine question. Ouais. ouais, Ça, je pense qu'on en parlera au moins 5 minutes de ton jeu du chat à la souris que tu as eu avec LinkedIn, quoi. ouais, bah là, du coup, ils ont bien serré la vis. C'est devenu compliqué pour moi de recréer un compte. Pour donner des chiffres, en 2023, on a fait à peu près 22 millions de vues sur LinkedIn, 23 millions de vues sur Ouais, LinkedIn, putain, un truc c'est comme ouf, ouais. ça. Et rien que mon compte en avait fait 12 millions. Donc ça restait, il y avait une majorité des vues qui étaient générées par mon compte. Mais aujourd'hui, mon compte n'existe plus. Bah, il y a toujours une douzaine de millions de vues par an qui sont faites sur LinkedIn juste par les comptes des différentes personnes qui publient dans la boîte, quoi. Parce que ça, en fait, je crois qu'on a même. Est-ce qu'on a expliqué vraiment ce que faisait Wallaxy? Parce que Wallaxy, c'est un outil de prospection. Enfin, vas-y, je vais te le laisser le dire Ouais, avec tes propres ouais, mots. c'est un outil de prospection LinkedIn ou même en fait de prise de contact sur LinkedIn. Nous, ce qu'on fait, c'est d'automatiser la prise de contact massive, on va dire, sur LinkedIn, en tout cas jusqu'à 800 personnes par mois. Il y a plein de use cases. Le use case principal, c'est la prospection. Tu as du recrutement. Moi, c'est même pas mes use cases préférés. Dès que tu commences à faire de la recherche de bêta-testeurs, obtenir des feedbacks, du réseautage un peu stratégique, ça marche super bien. Et l'idée, en Ouais. fait, nous, c'est qu'on fait levier sur la base de données LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn est la plus grosse base de données B2B au monde. Tu as quasiment 800 millions de personnes dessus qui ont rempli leurs informations et les moteurs de recherche te permettent finalement de trouver les personnes que tu veux dans le monde, dans le B2B. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est faire levier dessus en permettant d'automatiser la prise de contact. C'est ça, tu vois, par exemple, un use case tout con, moi, pour lequel Wallaxy tourne toujours en continu, c'est que je sais pas combien de gens par jour viennent sur mon profil, mais voilà, moi, du coup, ça, c'est une séquence que j'ai sur Wallaxy. Ouais. Automatiquement, chaque personne qui vient visiter mon profil, il reçoit un message de ma part avec un petit cadeau qui fait que il va venir sur mon site, enfin sur le site de la chapelle, il va laisser son mail, il va s'inscrire, et en fait, ça, c'est de manière totalement automatisée. Et ça, qu'en fait, je comprends même pas, les gens qui le font pas, tu te fais chier à écrire des posts, tu te fais chier pour que les gens ils Ouais. viennent sur ton profil. Bah en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut venir le pinguer, quoi. Donc, il y a des outils, bah, justement, comme Wallaxy qui le font très bien. Ouais. Et vous êtes C'est ça. numéro un là-dessus, quoi, sur la partie LinkedIn, quoi. C'est ça. En tout cas, en nombre d'utilisateurs et en nombre de clients. Ouais. Alright. On revient aussi sur le sujet, parce que tu as dit que tu t'étais fait ban. Ouais. Pourquoi tu t'es fait ban ton compte? Bah, du coup, ce qu'on fait et aujourd'hui est pas autorisé par les conditions générales de LinkedIn. En fait, officiellement, ils sont contre parce que ils peuvent pas dire à leurs utilisateurs qu'ils acceptent qu'il y ait des personnes qui fassent un peu du spam parce qu'on a une partie de nos utilisateurs qui malheureusement ne sait pas écrire des messages et cibler les bonnes personnes et va juste envoyer un maximum de messages à un maximum de monde. Et donc officiellement, ils peuvent pas dire qu'ils sont pour ça. Et donc, ils interdisent cet outil, même si dans les coulisses, on sait qu'ils ont un énorme intérêt financier à laisser ces outils exister, puisqu'en fait, justement, on fait levier sur la base de données LinkedIn, qui est essentiellement accessible via des outils de recherche payants, comme le Recruteur et le Sales Navigator. Et donc, en fait, grâce à nous et tous les outils qui existent, on leur permet de générer des dizaines et des dizaines de millions de ventes d'abonnements Sales Navigator que les gens n'utiliseraient pas s'ils n'avaient pas la moyen Bien d'automatiser. sûr. Et donc voilà, et donc ils ont tendance à faire un peu de chasse à l'homme sur les différents fondateurs des différentes boîtes qui font de l'automatisation LinkedIn euh, en essayant de kill les comptes, quoi. Mais c'est vrai que moi, je t'ai souvent vu ces 3 dernières années te faire ban et te voir revenir. Et là, qu'est-ce qui fait que tu peux pas revenir, là? Voilà, ils ont mis à jour leur système de vérification d'identité qui est devenu bien plus efficace. Et du coup, dès que je crée un compte, ils arrivent à le détecter et dans les jours qui suivent, il est à nouveau banni. Bah, on va Alors peut-être qu'avant, pas donner son nom, mais je suppose que t'as des petits comptes fake pour continuer à y aller, non? oui, j'ai quelques comptes fake, mais ça me permet pas de continuer à créer la marque perso. J'ai des dizaines de comptes Ouais. fake avec lesquels je peux naviguer sur LinkedIn, mais ça nous sert surtout pour des tests produits et puis voilà pour avoir un accès à LinkedIn, mais ça me paraît pas Et très du coup, là, efficace. tu t'es fait une raison du coup, en fait, j'ai deux questions dans la question. Est-ce que tu t'es fait une raison et est-ce que, en fait, du coup, ne plus pouvoir poster sur LinkedIn, ça doit te faire gagner un temps fou, non? Alors, je me suis fait une raison, oui et non. On va dire que là, c'est pas mon sujet numéro un, mais qu'effectivement, j'espère quand même à un moment ou à un autre pouvoir revenir. Mais j'ai accepté quand même que ça puisse être une option, effectivement, où je ne reviens pas. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ça représentait quand même entre 10 et 15% de notre acquisition client et une grosse partie de notre marque employeur aussi. Donc Ah, c'était quand même très dépendant, ouais.
c'est là qu'il y a une grosse implication quand même sur le business, en particulier sur les recrutements. Parce que l'acquisition client, c'est pas forcément le truc le plus problématique, mais sur la démarque employeur, c'était vraiment pratique. On est à Montpellier, donc c'est pas toujours évident d'attirer les top talents de l'écosystème startup. Et on a réussi à construire une belle brand là-dessus. Et après, oui, par contre, bah, moi, ça représentait 20% de mon temps, le copywriting LinkedIn. Ça valait le coup justement parce que c'était la majorité de nos talents qui postulaient, qui venaient par ce canal et 10% de notre acquisition, donc ça valait le coup. Donc effectivement, j'ai gagné un jour par semaine par contre. Ouais, ça je me doute. Et en plus, alors, question de timing, là je crois que du coup vous êtes en train de faire pas mal de choses pour justement construire une vraie brand et un vrai média sur Wallaxy. Du coup, c'est quoi un peu les gros chantiers du moment et la stratégie que tu veux mettre en place? Ouais. Bah en fait, assez tôt, on a compris le concept de Content Factory, donc d'usine à contenu, qui consiste à dire que tu vas créer du contenu, des grosses briques de contenu sur des canaux, ce qu'on appelle à fort effet cumulé. Donc dessus, tu as YouTube, le podcast, la newsletter essentiellement. Donc c'est des contenus, c'est des plateformes sur lesquelles il y a peu de découvrabilité, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller chercher des nouvelles audiences. Par contre, il y a une forte fidélité. Et les audiences que tu as acquises vont rester longtemps. Donc, c'est des gros assets de valeur parce que les gens vont te suivre longtemps sur ces canaux-là. Et le dernier contenu que tu publies va aussi servir ton premier contenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute pour la première fois l'épisode d'aujourd'hui du podcast, c'est possible que s'il apprécie, il a écouté des épisodes passés, voire le premier épisode ever que tu as créé. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des canaux à fort effet cumulé, c'est qu'ils ont une très longue durée de vie. Donc voilà, on a newsletter, YouTube, podcast et aussi les blogs. Ça marche assez bien. Est-ce que les gens vont voir les vieilles newsletters? Pour toi, c'est pareil? Euh, Les newsletters, c'est un peu un canal différent. C'est aussi un canal où tu possèdes ton audience. Mais oui, tu peux facilement, une fois que tu as la base de mail, repousser les contenus passés que tu as. La personne elle s'inscrit, tu lui partages les 3 meilleurs newsletters les plus likés ever, etc. Donc tu as la possibilité de rediffuser facilement tes contenus passés à ton audience, ta nouvelle Ouais, pas audience. mal. Vous êtes Voir sur quoi, vous? Substack ou autre? Ouais, aujourd'hui on est sur Substack. C'est pas forcément l'outil qui va être le plus intéressant pour scaler, mais aujourd'hui c'est S'il est l'outil qui va simple. le plus au... Voilà, c'est ça. C'est l'outil le plus simple. Et donc une fois que tu as créé, donc l'idée aujourd'hui c'est ça. Donc tu as les canaux à fort effet cumulé, qui sont ceux-là, et tu as les canaux à forte viralité, qui sont ceux sur lesquels tu as une durée de vie très courte des contenus, de quelques heures à quelques jours, mais par contre sur lesquels tu as une forte découvrabilité et sur lesquels tu peux toucher plus large que ton audience. Moi j'ai déjà fait un post LinkedIn sur un compte que je venais de créer pour m'amuser, qui a fait 200 000 vues, j'avais 6 relations. Tu peux toucher donc sur les canaux à fort effet cumulé, tu vas avoir une notion de créateur qui est très importante, alors que sur les canaux à forte viralité, tu vas avoir l'importance va être mise sur le contenu. Et donc sur TikTok par exemple, c'est l'exemple typique de la viralité, tu peux faire une vidéo à 300 vues, le lendemain une vidéo à 1 million et le lendemain une vidéo à 300 vues. T'as Ouais. aucune corrélation de vues d'un contenu à un autre. Et ce qui est regardé, c'est le contenu, c'est pas le créateur. Sur ces canaux-là, bah, du coup, tu as peu de fidélité d'audience, c'est très difficile de fidéliser, tu vas être toujours à la recherche de la viralité, on va jouer beaucoup sur le volume, à la différence des effets cumulés, on va jouer sur la qualité, c'est plus important de sortir une vidéo par mois ultra quali sur YouTube que d'en sortir une par semaine qui soit pas super top, parce qu'il y a un enjeu vraiment de qualité sur ces canaux. Et sur la viralité, du coup, ça va te permettre d'aller chercher des nouvelles audiences, par contre, que tu vas chercher à amener sur tes canaux à fort effet cumulé. Ça, c'est vraiment la base de toute création d'une stratégie de contenu aujourd'hui, on va dire, type média, où d'un côté, tu veux fidéliser une audience et la nourrir avec du contenu de qualité, et de l'autre côté, tu vas aller chercher des nouvelles audiences avec du contenu snack. Et l'idée étant dans tout ça, de produire un maximum de contenu avec un minimum de moyens. Et donc pour ça, tu vas prendre des briques de ton gros contenu pour en faire des sous-briques de petits contenus, de snack content. Et aussi, tu vas transformer les formats d'un à l'autre. Tu écris un script d'une vidéo YouTube, tu peux très bien en faire un article de blog que tu peux très bien envoyer dans une newsletter. Et ta vidéo YouTube, tu peux très bien aussi en faire un podcast, inversement. Tu vas pouvoir, l'idée va être d'à partir d'une brique de contenu, une idée et une brique de valeur ajoutée, en faire une infinité, le découper en une infinité de contenu. Ça, c'est Juste vraiment la base. Instagram, tu le mets à quel niveau là-dessus? Forte viralité. Clairement, forte canaux à viralité. Parce que ça, comme moi, tu vois, en fait, par exemple, alors, tu vois, par exemple, TikTok et LinkedIn, je les mets clairement dans, tu vois, dans de la découvrabilité parce que c'est très Ouais. facile de faire beaucoup d'audience Ouais. là-dessus. TikTok, par contre, c'est presque impossible de créer une vraie communauté. Alors, tu peux quand même le faire sur LinkedIn. Et par contre, tu vois, Instagram, c'est celui qui est à l'autre bout, qui, par contre, c'est plus difficile, je trouve, quand même, tu vois, de monter à 1000, 2000, 10 000 abonnés. Mais par contre, quand tu as 10 000 abonnés, c'est 10 000 true fans, quoi, tu vois. C'est ça Ouais. qui est pas mal aussi sur Instagram. Donc, c'est pour ça que je saurais pas dans quelle case le mettre, tu vois. Bah, après, c'est pas forcément binaire. Tu peux raisonner en curseur.
Ouais. Pour moi, Instagram, ça reste des canaux, tu as de la viralité, tu vois, sur certains shorts, nous, on arrive à faire Non, c'est 100 vrai, 000 sur la partie vues, short, je suis d'accord. alors qu'on Enfin, a, tu vois, réel. je vais vraiment regarder ça comme une notion de récurrence sur tes contenus, tu vois, la qualité des vues que tu fais, est-ce que ton audience, elle est fidèle ou pas? Sur Instagram, elle est pas super fidèle, et même si ça peut être très long d'avoir beaucoup d'abonnés, tu peux faire de la viralité facilement, et tu peux Hmm. aussi, le contenu suivant, bider, tu vois. À l'inverse, bah, YouTube Short, bah, en fait, finalement, c'est le même canal, mais aujourd'hui, YouTube Short se veut être un canal à viralité. Aucune rétention sur les YouTube Shorts, très peu de gains d'abonnés sur les YouTube Shorts, mais possibilité Clairement. de faire 100 000 vues sur un contenu. Ah, tu Alors peux que faire ça. Moi, je crois qu'il y a un short, on a fait 200 000 vues. Ça nous a apporté. Il y a un petit pic d'abonnés, mais c'est que dalle c'est minime, par c'est rapport au ça. truc, quoi. Ouais. Mais ils sont dans le curseur, ils sont quand même en train algorithmiquement de travailler sur la découvrabilité. Et si tu consommes beaucoup de YouTube, tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu as des suggestions de chaînes que tu suis pas encore, des Hmm. vidéos même avec 300 vues, il va tester un petit peu des formats pour voir si voilà. Et donc bah, l'algo YouTube dans les derniers mois tend à avoir plus de découvrabilité que ce qui était le cas il y a quelques mois, quelques années. Donc ce qui est aussi pour moi en fait le canal avec le plus d'opportunités. Et donc pour revenir à ta question initiale qui était qu'est-ce que nous sur quoi on travaille, ben on a toucher cette Content Factory sans que ce soit très processé. Depuis 2 3 ans, on a essayé, voilà. Et là, depuis vraiment 1 an, on travaille sur un format, ce que nous on appelle un média. Vraiment, l'objectif, c'est d'être une média company euh, qui s'appelle Supernova, qui se veut avoir un branding légèrement différent de Galaxy, mais rester dans l'univers, et dans lequel il y a vraiment vocation à avoir une entité média sur laquelle le contenu de base sera sur YouTube, mais avec bah, voilà, tout ce que je t'ai dit, des formats audio peut-être sur Spotify, une newsletter qui commence déjà à bien marcher avec quasiment 5000 lecteurs, et tout ça dupliqué dans des canaux à forte viralité, TikTok, Insta, LinkedIn. C'est ça, Supernova, de base, c'est le nom de votre newsletter, non? C'était le nom de la newsletter avec cette vision qu'on allait en faire un média. Et donc, de commencer, c'est la première brique qu'on a construite du média, la newsletter. Parce que vous Et avez là, un gros blog aussi, hein. Vous avez énormément de contenu en ligne, vous. Mais ça, c'est pour ouais, la on a partie SEO, beaucoup. peut-être aussi. Ouais, c'est la partie SEO qui s'intègre aussi dans la partie média, hein, ça se nourrit. Chez nous, c'est deux entités différentes, effectivement. Le contenu newsletter et média sera légèrement différent du contenu blog, qui reste un contenu très optimisé SEO. Donc c'est pas la brique principale de notre média, mais les deux équipes travaillent étroitement ensemble sur les sujets aussi, puisque le SEO c'est aussi le meilleur endroit pour détecter les intentions de recherche et donc les contenus que les gens veulent. Si tu as beaucoup de recherches sur une thématique particulière, ben on va le savoir en SEO et potentiellement on va être capable de produire des contenus sur le média, puisqu'il y a de fortes chances que nos audiences, si elles cherchent ça sur Google, elles soient intéressées pour consommer ces contenus-là sur les différents Bah oui, canaux de réseaux sociaux. clairement. Et aujourd'hui, donc toi, même si on a compris que tu avais gagné un peu de temps avec le fait que LinkedIn était out pour le moment, aujourd'hui, toi, en tant que CEO de Wallaxy, combien de temps tu consacres justement à cette partie création de contenu pour le groupe? Bah, moi, là, dans mon quotidien actuel, je consacre zéro temps à la création de contenu C'est direct. tout, ouais, tout est délégué à tes équipes, ouais. Tout est délégué au pilotage. Maintenant, on est 60, donc c'est normal. On a une équipe média Ouais. avec 4 personnes à temps plein sur ces sujets, hein. Alright. Et du coup, aujourd'hui, vous, dans votre acquisition, alors même si j'ai compris ce que tu disais, c'est que en ce moment c'était un peu difficile niveau, enfin acquisition. Donc, enfin, après il y Hum, a de l'acquisition, mais comme il doit y avoir aussi un peu de churn, vous étiez un petit peu sur un plateau. Mais c'est vous ça. aujourd'hui, c'est quoi la part de l'inbound dans votre acquisition par rapport versus l'outbound? 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites, toi, il y a zéro sales chez Wallaxy. Il y a zéro sales chez Galaxy, on est en train de toucher du doigt ça en partie, et la première étape pour nous, c'est de faire de l'inbound sales. C'est-à-dire que chaque mois, on a entre 10 et 15 000 nouveaux utilisateurs. Et donc, l'enjeu numéro un pour nous, c'est d'abord de servir les personnes qui se self-servent, en fait. Donc, c'est-à-dire ils arrivent sur le produit et ils se servent tout seuls. Et pour les prospects avec le plus gros potentiel, d'être capable de les adresser avec une démo pour augmenter leurs chances de conversion. On a Aujourd'hui, il assez n'y en a de pas. leads entrants. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On est en train Aujourd'hui, il y a de zéro mettre. démo. C'est 10 millions d'ARR en full Ouais, self-serve. ouais, c'est Putain, ça. c'est ouf. Ouais, c'est ça. Et donc pour nous, la prochaine étape, c'est effectivement d'être capable de mieux servir les grosses teams via ce process de démo. Mais c'est vraiment, quand je t'en parle là, c'est en phase de test en interne. Donc on est vraiment à l'étape 0. Et ensuite, ça dépend où tu mets ton canal ads dans ta stratégie. Est-ce que c'est de l'inbound ou de l'outbound? Pour moi, c'est de l'outbound. Et du coup, on a Ah aujourd'hui oui, c'est de la demande, ouais. 10-15% de notre canal, de nos ventes qui sont du ads.
Google, du coup, le plus ou genre vous faites également du méta ou autre? Google Ads en majorité, un peu de Meta, et là, on est en train vraiment d'adopter une stratégie assez agressive sur YouTube Ads aussi. On a des bons résultats. C'est ce que j'ai à te demander, ça franchement, il y a des excellents. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des excellents résultats en YouTube Ads, Ouais, quoi. ouais, ça Sur marche la très petite bien. pub en début des vidéos, ouais. Ouais. Aujourd'hui, toi, sur la partie créateur économie, donc quand même très, on va dire la créateur économie business, si on reste en France, c'est quoi, toi, aujourd'hui, je sais pas, les deux, trois créateurs ou créatrices qui t'ont peut-être inspiré au début, peut-être qui t'inspirent moins maintenant, et ceux qui t'inspirent aujourd'hui, pour toi, c'est lesquels, si je devais avoir une stack, merde, un feed LinkedIn avec seulement genre une dizaine de personnes et que je demandais à chacun c'est qui les deux, trois que je dois garder, tu me donnerais qui, toi? Ouais, bah, c'est une question un peu difficile. Sur LinkedIn spécifiquement? Allez, on va dire LinkedIn, puis après on parlera de YouTube. Comme ça, on va Ok. séparer les deux. Ok, bah sur LinkedIn, je pense que un des créateurs qui est le plus prolifique pour moi, ça reste Benoît Dubo, qui a trouvé une manière d'obtenir beaucoup de viralité sans rentrer dans trop d'inspirationnel, qui est très activable et qui a trouvé un créneau qui est vraiment intéressant avec un copywriting qui est très travaillé et pour le coup une content factory qui est vraiment efficace. Ils sont vraiment très Ça, bons je te là-dessus. fais. Moi, je crois que c'est lui qui m'a fait venir sur LinkedIn. Et quand je suis arrivé, bah, toi, t'es l'un des deuxièmes, troisième que j'ai vu, parce que je voyais que vous étiez un peu une petite bande. Ouais, Mais c'est c'est clair ça. c'est presque insolent, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est ouf, quoi. Ouais. Et après, en termes comment dire, d'insight, je pense que Maud Alaves, dans la qualité de son copywriting et dans le positionnement qu'elle choisit de publier peu, est vraiment intéressant. Et en particulier, les tips qu'elle partage dans sa newsletter sont vraiment cool. Ça résonne souvent chez moi, même si j'apprends pas forcément grand-chose. Je repartage souvent à l'équipe, tu vois, des épisodes de ses newsletters parce que je les trouve vraiment pertinents. Ouais, c'est Euh, hyper bien écrit, ça qu'on peut pas Ouais, lui c'est enlever, très bien franchement. écrit et il y a une vraie réflexion il y a une vraie réflexion assez profonde sur ce que c'est d'écrire sur LinkedIn et ce que ça implique aussi, tu vois. C'est un canal de viralité, donc on cherche du sensationnel, on met de côté la nuance si on veut avoir de la visibilité, mais du coup on construit une image de nous-mêmes qui est toujours stéréotypée parce que c'est un peu le jeu. Si tu veux construire une marque, il faut qu'elle ait des angles droits, sinon ça va pas fonctionner. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a une réflexion aussi sur ça et sur beaucoup de gens qui veulent se lancer. Ah ouais, mais je veux pas faire ce que les gens écrivent sur LinkedIn, ok. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et là, et n'étant plus sur LinkedIn depuis 8 mois, les créateurs que je vais te donner risquent d'être un petit peu outdated, donc je sais pas si je vais t'en donner d'autres sur LinkedIn. Ouais, non, je comprends. Est-ce que toi, du coup, toi, t'es arrivé en quelle année, du coup, sur LinkedIn? Plutôt quoi, pendant le Covid ou avant 2020. ou après? Ouais, 2020, ouais. Ouais, plein Ouais, donc Covid. vraiment l'année du Covid. Ouais, tu vois, moi, ça, je suis arrivé un an plus tard et ça, que vous aviez l'air d'être tous déjà bien en place. Vous partagiez à peu un énorme gâteau. Ça devait Ouais, être la sacrée régalade à l'époque. Donc, du coup, moi, ça va, quand même 2021 et même 2022, c'était quand ça même assez marchait bien, impressionnant. ouais. C'est vrai que maintenant, il y a quand même Ouais. énormément de monde. Mais là, de toute façon, toi, banni ou pas, est-ce que toi, tu continuais d'être consommateur de LinkedIn ou tu l'utilisais seulement comme un outil, Non, là, honnêtement? j'utilise pas. J'utilise pas. Enfin, Ouais. je consomme pas de contenu LinkedIn actuellement. J'ai toujours que consommé pour de l'inspiration, pour rester. En fait, un des gros enjeux de LinkedIn, c'est quelque chose qui est intéressant justement, c'est que euh, LinkedIn, il y a vraiment une méta. Alors, c'est le cas sur beaucoup de réseaux sociaux. Moi, c'est LinkedIn que je maîtrise le mieux, mais il y a vraiment une méta au sens, la méta en jeu vidéo, en général, c'est une config de personnages, objets qui, bah, et si tu la prends, elle va te donner un avantage par rapport aux autres joueurs. Tu prends Mario Kart, bon, bah, il y a des moments, il y a une config, tu prends la bonne voiture, le bon perso, et en fait, tu as une config qui augmente tes chances de gagner par rapport aux autres. Et sur LinkedIn, il y a vraiment cette tendance, c'est-à-dire que, bah, après, les éditeurs de logiciels font des mises à jour et la méta peut changer. Et d'un seul coup, c'est plus la même config objet personnage qui fait la diff. Et sur LinkedIn, t'as vraiment ça. C'est-à-dire que t'as des formats où t'as des thématiques, où t'as des modes d'écriture qui sont tendance pendant un moment et qui vont s'estomper en général tous les 6 8 mois. Tu vas avoir des changements, des renouvellements. Tu vois, là, par exemple, clairement, l'avènement de la vidéo sur LinkedIn, ça fait longtemps que c'est sûr que ça va arriver. Et là, ça y est, c'est en train d'arriver. Et on sait que dans les prochains mois, ça va devenir un format un peu méta. On a eu Toi, tu beaucoup trouves que d'exemples. c'est déjà arrivé? Moi, je trouve que c'est pas encore une vérité, mais j'avoue que avant ça, que les vidéos elles bidaient. Maintenant, Ouais. je peux avoir des fois, ça arrive que je puisse faire le meilleur score de ma semaine avec une vidéo. Ouais. C'est ça. Bah, ça, c'était impossible il y a un an. Et je pense Ouais. que ça sera évident dans un an, tu vois.
mais t'as Ouais. aucune garantie que ça dure sur le long terme. En fait, pourquoi? Parce que les audiences se lassent aussi des formats. Quand on a vu plein de formats inspirationnels avec des gens avec des photos d'eux en vacances et où la vie est belle, etc. Au bout d'un moment, les gens se lassent des formats et donc il faut en permanence se renouveler. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de créateurs LinkedIn ont peu compris, justement, ceux qui sont arrivés en 2020-2021, qui créaient du contenu, t'écrivais un peu n'importe quoi, ça marchait, et qui après ont dit, ouais, l'algo a changé. En fait, l'algo, il fait que servir ce que veulent les gens, hein. L'algo, enfin, si l'algo change, il est que là pour s'adapter à maintenir le plus possible les gens sur la plateforme. Donc, si l'algo change, c'est que les gens consomment différemment du contenu et c'est aux créateurs de s'adapter. Et donc, les créateurs qui chouinent sur l'algo, en général, c'est juste qu'ils n'ont pas su s'adapter aux nouveaux formats Ouais, que clairement. veulent les gens. Et donc, il y a un vrai enjeu de tout le temps s'adapter. Et je pense que c'est le cas sur tous les réseaux sociaux, hein, de manière générale. Tu vois qu'il y a des métas sur YouTube aussi, tu vois qu'il y a des métas sur les différents trucs. Et pour moi, un des enjeux du créateur de contenu, puisque c'est un peu la thématique de ces deux podcasts, c'est de faire un peu de veille pour savoir quels sont les contenus, les formats, sur LinkedIn en particulier, les accroches, qu'est-ce qui fait la diff en ce moment sur un contenu. Et pour ça, il faut faire de la veille sur ces plateformes-là aussi pour comprendre et dire, putain, ça c'est parti viral. Pourquoi c'est parti viral? Ok. Est-ce que ça a du sens à partir viral? Ok, ce post il bide. Pourquoi il bide? Qu'est-ce qui manque à ce post? Si je devais le refaire, comment je le referais, etc. Y compris dans tes propres contenus. Moi, quelque chose que je faisais souvent, c'est si j'ai un post que je pense va bien marcher et il bide, je change l'accroche, tu vois. Je change l'accroche et je le republie 2 semaines après. Et ça m'est arrivé de faire x5, x10 sur les vues d'un post où tu dis, putain, en fait, c'est l'accroche qui était pas bonne, boum, tu changes l'accroche et ça y est, ton post fait x5, x10, t'as le même contenu Ouais. derrière. Et donc, il y a cette idée aussi de tester un petit peu toi-même des choses, d'être capable de documenter dans ton propre outil de création de contenu, dans ton propre Notion dans lequel tu as tes notes, etc. De documenter ce qui fonctionne le mieux pour toi. De dire, OK, bah voilà, post-storytelling, un bon storytelling bien fait avec une photo, ça marche toujours sur LinkedIn. Je pense que c'est une méta qui va et qui vient, mais quand c'est bien rédigé, l'histoire, c'est juste le fonctionnement profond de la psychologie humaine, d'aimer les histoires. Et donc, si tu sais bien raconter une histoire en respectant le schéma narratif qu'on t'a appris au CO2, ça marche, tu vois. C'est fiable. Et bah, nous, on observe, là, j'ai commencé à faire du contenu. Si tu me demandais si j'ai arrêté la création de contenu, je fais un peu de contenu Insta, TikTok, sur des formats short qu'on tourne en batch. Donc, justement, je reprends un peu des contenus LinkedIn qui ont bien marché et je les fais en vidéo short, capsule bien montée, etc. Et on publie une par jour sur Insta et sur TikTok. Et bah pareil, tu te rends compte qu'il y a des formats qui marchent mieux. Storytelling, si tes premières secondes c'est quand j'étais petit, ce genre de choses, immédiatement t'as du reach. Et toi, du coup, quand tu écrivais encore sur LinkedIn, c'est quoi, du coup, depuis ces 4 dernières années, ton plus gros coup en termes de visibilité? Genre ton post qui est parti le plus viral, de quoi tu parlais? Moi, c'était une analyse de la stratégie d'Hugo Décrypte et de pourquoi il avait Ah, percé ça me sur, parle. sur YouTube. J'avais fait Ah, un donc tu million. disais qu'il faisait plus de vues que TF1, non? Il n'y a pas un truc Ouais, comme c'est ça? ça. C'est ça. Mon accroche, c'était chaque jour, il fait plus de vues que TF1. Et j'avais analysé en détail tous les leviers. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 leviers différents qu'il avait utilisés voilà, pour faire du contenu et pourquoi ça avait fonctionné. Et ce qui avait vraiment fait péter le post, c'est que Hugo Décrypte lui-même avait commenté le post et du coup avait poussé ça dans sa commune. Ça m'avait donné une viralité de malade. Et j'avais vu Ah un bah tu post qui avait m'étonnes. au début été bien parti, tu vois. Je pensais faire 200 000, 300 000. Et en fait, il était venu commenter. Il avait pris 2000 likes sur son commentaire et ça avait explosé le post, quoi. Ah putain, énorme. Et tout à l'heure, tu parlais des tendances. Du coup, est-ce que tu continues quand même de regarder un petit peu ce qui se fait? Et toi, c'est quoi on va dire les temps, alors peut-être pas des 8 derniers mois, mais même toi, par rapport à ta vision de LinkedIn, c'est quoi les tendances LinkedIn que tu détestes, quoi, ou vraiment ça te casse les couilles, quoi? Bah moi, ce que j'ai toujours détesté, c'est quand c'est trop inspirationnel. Tu prends un tableau où t'écris croyez en vous, like si t'es d'accord. Bon, bah oui, tu peux faire 100 000 vues, mais super, ça pas apporté grand-chose quoi. Maintenant, n'étant plus sur LinkedIn depuis 8 mois, je serais pas pertinent à te donner la micro tendance quoi. Ok, bon, tu vois, en direct live, ma fille qui repasse à la maison avant de repartir à la kermesse, j'enregistre un podcast là. Donc du coup, tu vas me laisser, hein? Promis? Alright. Euh, la prochaine question que j'allais demander, c'est quoi le truc le plus borderline, limite illégal, que tu aies fait en tant que CEO de Galaxy? Oula, j'en ai fait beaucoup, donc faut les trouver hein. Alors, un truc qui peut se dire en public. Ah bah du coup, c'est pas forcément le plus borderline hein. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'on a fait bah, dans les conneries vraiment culture de boîte, déjà on avait un petit rituel tout début de la boîte, c'est qu'on allumait les barbecues au lance-flammes. Donc, on était
On était dans un espace de cowork sur lequel on avait un bureau fermé dans un cowork qui était géré par une asso dans la culture. Donc autant dire, c'était aussi le choc des deux mondes. Parce que bah, la Startup Nation en hypercroissance vs l'asso dans la culture, c'était assez marrant. Tu Et m'étonnes. on faisait des afterworks sur le parking. Et on avait un petit barbecue Lidl et on avait acheté un lance-flamme parce qu'on avait on avait fait un potager à côté du parking. Et du coup, pour désherber, on avait acheté un lance-flamme. Puis on s'était rendu compte que quand tu reversais la bouteille de gaz, la flamme, au lieu de faire 15 centimètres, elle en faisait 40. Et donc on allumait les barbecues comme ça, c'était un peu notre rituel des afterwork. Et c'était assez marrant. Et on continue de le faire dans nos off-sites. On a un gîte en Aveyron. On a acheté le plus grand gîte d'Aveyron. Et du coup, on fait nos off-sites là-bas avec la boîte. Et on continue comme rituel d'allumer les barbecues lance-flammes là-bas. C'est très marrant. Et dans la même veine, on avait fait un feu d'artifice. On était en plein Montpellier. Oh Et on bordel. avait allumé un feu d'artifice pour un afterwork, justement, on était content, on avait pris les trucs, t'achètes des grosses boîtes là, qui font 2 minutes de feu d'artifice, ça monte à 50 mètres de haut, et t'allumes ça juste sur une mèche, et ça fait le truc tout seul pendant 1 minute. Et on s'était retrouvé à avoir des gens sur Twitter qui pensaient qu'il y avait des coups de feu, et qui disaient, ouais, restez chez vous, il y a des gens qui tirent dans la rue, au quartier fac à Montpellier. Ouais, ça, je pense, c'est dans les trucs les plus limites qu'on a fait. Et toi, aujourd'hui, ça que tu le disais tout à l'heure, vous êtes à Montpellier. Ça, c'est quand même, ça doit être un petit peu handicapant pour recruter parfois. Est-ce que toi, tu autorises le full télétravail ou est-ce que du coup, non, il faut absolument que les gens soient avec vous au bureau? Ouais. Nous, on est effectivement, on n'a pas de full remote. Et du coup, c'est un peu une contrainte. C'est une contrainte qu'on a embrassée. C'est-à-dire qu'on a choisi une culture dans laquelle, effectivement, on a une vie de bureau. On a mis énormément d'énergie dans le bien-être des équipes. On a équipé des bureaux qui sont incroyables. Évidemment, la piscine à boules étant l'argument marketing, mais que personne n'utilise. Mais dans la réalité, c'est avoir une salle de sport qui fait 120 mètres carrés, qui est full équipée. C'est mettre en place un certain nombre de choses dans la vie de bureau qui font on donne envie aux gens de venir. Et du coup, on n'est pas du tout structuré pour du full remote. Et si on avait du full remote, on serait pas capable de servir correctement au niveau d'exigence qu'on s'est donné dans l'expérience de travail des gens qui seraient en full remote. Donc on s'est refusé pour l'instant au full remote. Je dis pas que ça changera jamais, qui nous donne une contrainte justement sur le fait qu'on doit attirer les talents à Montpellier dans un écosystème startup qui est centralisé sur Paris, où tu as 80% des talents sur Paris. Ouais, Et ça, clairement. c'est une grosse contrainte qu'on a justement embrassée en se disant, OK, on s'est donné cette contrainte-là. Comment on fait pour être 10 fois meilleur que les autres startups pour attirer les talents? Et c'est tout ce travail-là qu'on a fait de branding sur LinkedIn essentiellement. Évidemment, à travers mon profil, mais à travers les autres profils de l'équipe pour mettre en avant bah, ce qu'on fait, les valeurs de la boîte et aussi faire un gros building public sur cette partie expérience de travail chez nous, qualité du travail et être capable voilà, de mettre en avant la culture et les différents éléments positifs qui peuvent être associés, les congés illimités, etc., qui sont aussi beaucoup des choses marketing. Parce que tu as un gros enjeu quand tu veux communiquer sur ta culture, c'est qu'une culture, elle se raconte pas. Tu peux dire, ouais, j'ai une piscine à boules, tu peux dire, j'ai les Ouais. congés illimités, mais ça, c'est que des symboles de ta culture. Et en fait, c'est pas du tout les éléments, on va dire, c'est pas du tout les éléments vraiment différenciateurs au quotidien. C'est juste que dire, ouais, on a une équipe bienveillante, ouais, on s'amuse au quotidien, ouais, viens dans nos bureaux, c'est fun. Tu vois, si je te dis ça, ça te vend pas. Par contre, si tu dis, ouais, on a un congé limité et une piscine à boules avec 30 000 boules, c'est beaucoup plus concret. Et donc, on utilise ces arguments de vente, mais qui sont des arguments marketing pour être capable de symboliser une culture qui peut pas se raconter, mais qui peut que se vivre, tu vois. Est-ce que donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent habiter à Montpellier pour travailler chez Walaxy ou vous ne prenez que enfin, dans la majorité des gens qui habitent déjà un peu dans la région ou sur place, quoi? Non, non, on a près de 30% des gens qui ont bougé d'une autre ville pour venir chez nous. Ah, c'est pas mal ça. Parce que du coup, parle-nous de Montpellier, parce que moi je connais pas du tout. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres boîtes? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que vous avez des sports, je sais pas, des sortes de clubs, des sortes de trucs? Est-ce qu'il y a enfin, moi j'y vais jamais à ce truc, mais est-ce qu'il y a la French Tech à Montpellier, des trucs comme ça, ou non, vous êtes quand même un petit peu esselé là-dessus? Alors déjà, moi, j'ai deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est que j'ai toujours, en fait, dans la première phase de la boîte, on faisait un truc qui avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. On faisait une application pour les campings. Et donc, C'est on vrai. a fait dans cette phase-là toutes les erreurs que tu peux faire, y compris de graviter à des moments où en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est faire un produit et le vendre à des gens, de passer ta vie à faire du networking, à être dans des événements, des incubateurs, etc. Et quand on a lancé Prospecting et qu'on s'est rendu compte qu'on avait 6 mois de cash devant nous et que sinon on allait faire faillite, on s'est vraiment focalisé, on a arrêté de graviter là-dedans, on a dit ok, on fait un produit, on le vend à des gens. Et depuis, on n'est jamais trop rentré dans ces écosystèmes-là et j'ai toujours beaucoup
comment dire, de méfiance vis-à-vis de ces écosystèmes-là qui sont quand même beaucoup, m'as-tu vu, t'as vu mes chiffres, j'ai montré ma tête, mais en général, j'ai quand même un principe, c'est que plus tu vois des gens dans ces événements-là, moins ils ont une boîte intéressante, peu importe ce qu'ils racontent. Et que Ouais. les vraies boîtes intéressantes, c'est les boîtes que tu vois pas. En général, je pense à des boîtes comme tu vois Wiglots, les mecs je sais même pas où ils sont basés, etc. Tu les vois sur aucun réseau social et ils doivent être à 15 millions, 20 millions d'ARR et Mais tu ils sais ont que du une coup, je l'ai reçu le CEO de ouais, Weeklet, mais en plus, c'est même eux qui a sponsorisé la saison 2, et je l'ai reçu dans la saison 3. Et en fait, quand tu t'écoutes ce mec qui te donne ses chiffres, et qu'il est là, il est limite, enfin, il s'excuse pas, ouais, mais tu te dis, mais en fait, vous étiez planqué où toutes c'est ces années, ça. on savait pas que vous existiez. Alors déjà, moi, de toute façon, en fait, je les ai connus en devenant utilisateur, et le produit est dingue, Mm. donc je comprends pourquoi Bah oui, ils en sont où ils sont, mais je suis d'accord que, très belle boîte. En plus, c'est vrai que bah, c'est marrant que tu parles d'eux, parce que il y a beaucoup d'éléments de la culture de Wiglot qu'on retrouve dans la culture de Wallaxy. Tu vois, ouais. notamment, bah, je crois qu'il y a les congés limités là-bas. Enfin, j'avais discuté avec Mais ils leur communiquent pas DRH dessus, tu sur un vois. événement. Ils commencent un petit peu, tu vois. Ouais, En fait, aujourd'hui, je pense qu'ils communiquent pas aussi parce qu'en fait, ils savaient pas comment faire dès le départ, tu vois. ouais. Alors que vous étiez quand même un peu sorti du bois grâce à toi et LinkedIn, du coup, tu Oui, vois. oui, bien sûr, ouais. Mais j'aime bien dire, moi, que les startups, c'est comme les maisons. Celles qui sont au bord d'autoroute, elles ont l'air super, mais oublie pas qu'elles sont au bord d'autoroute, en fait. Et les Ouais, startups, c'est c'est ça. pareil. Les startups les plus visibles, elles ont l'air super, mais oublie pas qu'elles sont super visibles. Et qu'en général, les vraies belles maisons et les vraies belles startups, elles sont cachées derrière un grand portail, au fond d'une impasse, et que tu les vois jamais depuis l'autoroute, tu vois. Et les Ouais, startups, clairement. c'est vraiment pareil. T'as vraiment des boîtes incroyables qui ont aucune visibilité, qui ont juste fait un produit de fou, et juste n'ont pas besoin de communiquer. Elles ont une viralité sur leurs produits, ils sont là, les mecs, ils travaillent dans leur chambre, et en fait, c'est les meilleures boîtes. Et du coup, pour te donner un deuxième élément de réponse sur le networking, en tout cas sur l'écosystème startup à Montpellier, effectivement, il n'est pas très développé. Tu as quelques belles boîtes comme Tids, comme Swile, comme Brix, Ah, Brix, ils sont à Montpellier aussi, ok. ouais, qui ont réussi à se distinguer, mais ça reste vraiment voilà, t'es très loin de l'écosystème entrepreneurial parisien. Pour le meilleur et pour le pire, une fois de plus, parce que ça t'oblige à être focus sur ton produit, à être de base, à chercher à vendre à l'international. Ça te met une contrainte qui est intéressante, je trouve, d'un point de vue entrepreneurial, surtout au début. Mais tu vois, dans la phase dans laquelle on est, où on va commencer à avoir besoin de recruter des gens avec de l'XP, avec des C-level, etc., c'est contraignant d'attirer les gens dans cette ville, quoi. Aussi belle soit-elle. Et toi, en fait, par rapport à ta création de contenu, à ta visibilité, tu as souvent quand même donné les chiffres, donc je veux dire d'extérieur du coup, et puis sûrement à l'intérieur aussi, Wallaxy est hyper sexy. T'as dû te faire quand même draguer de ouf par des fonds. T'as dû sûrement avoir des propals sur la table ou quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas fait? Est-ce que c'était, enfin, pourquoi ça s'est pas fait du coup? Ouais, il y a une raison très simple, c'est le fait qu'on a toujours plus cru à la boîte que les invests. Pour deux, enfin, ou plutôt les invests ont toujours moins cru à la boîte que nous pour deux raisons. La première, c'est notre taux de churn. On est sur un marché, donc taux de churn, c'est le nombre la pourcentage de tes clients qui annulent leur abonnement chaque mois. On est sur un marché avec des besoins très saisonniers. Et donc, c'est rare que tu aies besoin de prospecter toute l'année. Et donc, on a beaucoup de gens qui utilisent le produit qui partent. Et Est-ce que tu on peux est... prendre un abonnement mensuel? Moi, j'avoue que j'ai Ouais, toujours bien eu sûr. l'annuel. Ah, ok, Bien bon. sûr, bien sûr. Et donc, on a beaucoup de gens qui partent au bout de 3 mois, 6 mois. Donc, peu de rétention. Et sur un marché où nous, on a cherché, sur notre marché, à rendre la prospection accessible. C'est ça qui fait qu'on est numéro un, c'est on est arrivé sur un marché où il y avait beaucoup d'outils qui étaient très complexes à utiliser, qui permettaient de faire des choses de ouf, mais pour le commun des mortels, c'était inutilisable. Il fallait comprendre des choses qui étaient incompréhensibles. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est rendre le truc accessible, avec la simplicité produit, avec un contenu qui t'éduque, avec un support chat de qualité, en ayant ton app qui soit traduite dans ta langue, etc. Ah, je confirme, Mais franchement, ça que sur le chat, on reçoit des réponses hyper vite. ouais, ça c'est un des gros éléments. Mais du coup, quand tu cibles quand tu cibles un marché qui est peu éduqué, qui veut payer peu cher, etc., bah t'as des taux d'attrition, des taux de churn qui sont très élevés. Or, les investisseurs aiment pas trop ça. Et la deuxième raison, c'est LinkedIn. C'est le risque que si LinkedIn avait vraiment envie de couper les vannes demain, il pourrait le faire et on pourrait disparaître. Et donc pour un investisseur, c'est compliqué de Ouais, le donner une risque est trop gros. valorisation de l'écosystème SaaS, c'est-à-dire 10 fois ton revenu annuel sur une valo, parce qu'il y a ces facteurs-là. Et donc nous, on a toujours cru qu'on pouvait plus facilement générer de la valeur en étant autofinancé qu'en n'étant pas, en sachant aussi on est rentable depuis le jour 1, enfin depuis 3 mois, on va dire, du lancement de la boîte. Et on n'a jamais voulu passer dans une phase où on soit pas rentable. Et donc la seule raison de lever des fonds, c'était d'exit une partie de la valeur. Qu'on n'a jamais eu des discussions où
la valeur de Walaxy était suffisante à nos yeux. Ok, donc en fait, tout simplement, aujourd'hui, c'est juste que vous vous asseyez à une même table, t'as discuté avec eux, mais vous arrivez, enfin, vous vous entendez pas C'est sur ça. la valeur et ce que chacun pourrait s'apporter, quoi. C'est ça. Et de l'autre côté, on a une boîte qui, en 2023, fait 4,5 millions de bénéfices pour 10,5 millions de chiffre d'affaires. Donc en fait, la sécurisation financière, elle est plus vite atteinte par un système de dividendes que par forcément une levée de fonds, où ça implique une dilution, où ça implique un certain nombre de choses. Donc on a préféré rester, mettre à bord, continuer de s'amuser à faire ce qu'on veut, que de rentrer dans ce process-là. Toi, t'as quel âge, toi, non? T'as moins J'ai de 30 ans. 28 ans. Ouais, 8 ans. C'est quoi, euh, c'est quoi ta vision par rapport à Wallaxy? Donc, bon, même s'il y a eu peut-être une ou deux petites aventures avant, on va dire que c'est ton premier vrai projet, ta première Mhm. vraie boîte, et du coup, tu commences quand même par un gros succès. Comment tu vois ta vie d'entrepreneur? Je suppose que tu te vois pas évidemment CEO de Wallaxy toute ta life, mais toi, t'espères quoi? Est-ce que tu as un chiffre? Est-ce que tu espères avoir 2 vies, 3 vies, 4 vies, 10 vies, 20 vies? Comment tu vois les choses, toi, un peu? Ouais, oui, il y a pas mal d'éléments de réponse à cette question. Purement personnellement, je me vois pas entrepreneur toute ma vie, au sens, j'ai fait ça par défaut parce qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire qui rentraient dans dans mon chemin en fait. C'était inconcevable pour moi d'être salarié en fait, et je pouvais pas rentrer dans ce système-là, donc c'était un peu ma seule option. Euh, et je me vois pas faire ça toute ma vie. Et mon but à un moment, c'est effectivement de revendre et d'être plutôt dans la créateur économie. Moi, j'aime beaucoup créer du contenu, j'ai envie de retourner à ça. Gérer une boîte de 60 personnes, on n'en parle pas, mais c'est toujours, tu vois, ça devient politique, tu as des contraintes, tu gères des humains, t'es loin des opérations. Plus tu avances, moins c'est concret, plus tu gères des problématiques politiques et humaines et de moins en moins des problématiques produits et opérationnelles qui sont moi plus ces trucs qui m'animent. Donc effectivement, j'ai aucune vocation à monter une boîte de 1000 personnes, ça c'est clair. Donc mon objectif, ça reste de vendre à un moment pour aller plus proche de la créateur économie, on va dire. Ça Mais c'est ça, un pareil, objectif. t'as pas peur d'être confronté en fait un peu au même sujet, aux mêmes problématiques Ouais, qu'avec les fonds sur ouais. en fait la valorisation d'une boîte qui certes par exemple est ultra rentable ou quoi, mais le problème c'est que à partir du moment où c'est vrai qu'il y a peut-être ce risque que en fait de dépendance en fait à LinkedIn et à son API, t'as pas peur qu'à un moment donné ça soit difficile ça? Absolument. Et du coup, c'est le deuxième élément de réponse à la question. Là, c'était ma réponse plutôt personnelle. Et ensuite, la stratégie à plus court terme business, c'est justement de se diversifier. Il n'y a pas vocation à ce que Walaxy reste la principale source de revenus si on veut justement valoriser cette boîte à la hauteur de ce que nous on pense qu'elle vaut. Ce qu'on sait faire, c'est lancer des SaaS. On l'a déjà fait par le passé. On l'a arrêté parce que ça nous avait défocalisé à un moment où on avait besoin d'être focalisé sur le produit principal. Mais on a lancé des solutions annexes et on sait faire. Et l'enjeu, c'est de continuer à faire ça, soit via de l'acquise externe, soit via des lancements internes. Dans notre culture de boîte, on a aussi pas mal de gens qui lancent des projets en interne. On a genre 5-6 personnes, 5-6 projets différents entrepreneuriaux en interne qui sont aussi des opportunités pour nous. Et donc l'idée, c'est de se diversifier justement en gardant Walaxy comme cash machine pour financer d'autres projets, pour se diversifier et pour que la valeur de la boîte à terme repose sur un groupe de produits et pas seulement un seul produit qui a cette dépendance à LinkedIn. Donc en fait, toi, ton projet, c'est de faire de Wallaxy une suite d'outils, Ouais, voire même en fait un peu un startup studio interne en ouais, fait quoi, complètement. avec en fait on peut appeler ça comme on veut, des verticales, des business units. Ça c'est quelque chose que vous regardez. Vous en avez Ouais. déjà une ou deux là qui sont dans les tuyaux dont tu peux parler, sachant que le podcast sortira mi-juillet. Je sais pas s'il y aura des choses qui seront un petit peu live là-dessus. Non, il y aura un qui sera live. En fait, euh, passer d'une boîte monoproduit à une boîte multiproduit, quand t'es 60, c'est un changement organisationnel énorme qui va amener à un certain chaos. Et donc là, on est plutôt dans une phase stratégique de le faire. Les deux canaux qu'on envisage, nous, c'est soit de transformer des fonctionnalités Wallaxy en produits standalone. Tu vois, on a l'inbox qu'on a du mal à vendre dans Wallaxy parce que C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, quand je me rappelle le jour où tu me l'as pitché, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et tu vois, je l'utilise pas dans ouais, Galaxy. C'est-à-dire que j'ai pas pris exactement. l'add-on pour le faire. Ouais, Alors que si c'était un produit différent, je pourrais me ouais, laisser tenter, quoi. c'est Tu vois, ça. pareil, excuse-moi, je t'ai Non, coupé mais c'est pas hyper pour dire ça, pertinent. mais c'est vrai que du coup, ça vaudrait le coup d'en faire une marque différente, en fait. Tu vois. Ouais, c'est Et ça. alors, du coup, c'est quoi ça? Tu peux expliquer? Ouais, c'est vraiment la messagerie LinkedIn en mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui LinkedIn, la messagerie est relativement peu aboutie, très buggée,
Et l'idée, Et c'est de t'es dur, t'es dur, elle est quand même belle, la messagerie de ouais, LinkedIn elle est vraiment belle. qui évolue sans cesse d'ailleurs. Qui évolue sans Qui, cesse vers qui, le mieux, Ouais, effectivement. qu'ils améliorent chaque semaine. Voilà, Ils ont toute une équipe qui travaille très dur pour améliorer l'expérience sur la MP. Non, c'est bon, ça. c'est évidemment du millième degré. Elle est juste Ouais, nulle à chier. Elle a pas bougé depuis 10 piges. C'est c'est un ça. enfer. Tu loupes un message, tu l'as loupé à jamais. Il y a aucune fonction CRM. Enfin, c'est un enfer. C'est ça. Bah, nous, c'est exactement le problème qu'on cherche à résoudre en ayant une interface qui soit plus intuitive, plus belle, avec des fonctionnalités supplémentaires, comme le fait d'avoir des templates de messages que tu peux réutiliser, de gérer tes messages avec des raccourcis clavier, de taguer les personnes avec qui tu discutes, de leur mettre un petit mémo, une petite note, et c'est vraiment un hybride entre la messagerie LinkedIn et un CRM. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn comme canal de networking et en fait, ont tous leurs contacts dessus et gèrent tout dessus. Alors, c'est vraiment venir répondre à cette problématique-là. Et en fait, on l'avait sorti en produit standalone au départ qui était vraiment une version bêta qu'on n'a jamais passé en payant, etc. Puis on a dit, viens, on le refait, on le met dans le produit, ce sera plus facile à cross-sell. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à créer l'adoption. Et donc, peut-être un des leviers, c'est par exemple de sortir cette fonctionnalité-là pour en faire un produit en standalone, qui soit poussé évidemment dans Wallaxy, mais qui ait sa vie à part. Et la deuxième stratégie qu'on envisage, c'est de faire de l'acquise externe ou des investissements. On a déjà investi dans une boîte qui s'appelle Lipit, qui fait de la traduction vidéo par IA capable de traduire une vidéo, tu donnes une vidéo face cam en français et il te récupère le contenu script, il te traduit en allemand et ensuite il te fait clone ta voix et il te fait dire le texte en allemand avec les bons timings par rapport à la langue et il te Comme synchronise Agent. exactement comme Agent, c'est un concurrent à Agent. Mais donc, du coup, c'est l'équivalent français de Agent. Exactement, Et c'est déjà exactement. live, ça? C'est déjà live, ils ont la bêta qui est sortie depuis 2 mois, ils ont une traction de ouf. Et donc ça, c'est aussi, bah, pour l'instant, c'est un investissement. Pourquoi pas demain une acquise externe. Voilà, tout est possible sur ce sujet-là. Et ça fait partie des strates de diversification. Et c'est aussi, pour revenir un peu à la thématique aussi de création de contenu, c'est aussi là que ça a énormément de sens de créer du contenu. C'est qu'en fait, la marque Wallaxy, c'est un levier pour vendre d'autres produits beaucoup plus facilement. T'as beaucoup plus de chances de succès si t'as déjà une marque forte, si t'as un média qui est capable de distribuer un message en fait, parce que derrière, bah, tu peux distribuer un message pour n'importe quel produit. Et la grosse problématique, si on raisonne vraiment en macro, c'est que d'un côté, aujourd'hui, tu as les boîtes de produits-services qui ont besoin de visibilité et qui vont acheter de la visibilité à des médias, que ce soit des médias traditionnels ou Google, Facebook, etc., qui sont aussi des médias, hein, qui sont des médias sociaux, mais qui sont des Ou médias. par l'influence ou autre, quoi. C'est ça, ou par l'influence ou autre, et qui vont du coup dépendre d'acteurs externes pour toucher des audiences sur lesquelles ils auront peu de pénétration parce qu'ils n'ont pas la possession de l'audience et sur lesquels ils sont sensibles à tous les coûts d'acquisition variables et à la concurrence. Et de l'autre côté, tu as des médias qui, eux, bah, vendent un accès à leur audience, mais qui finalement dépendent aussi bah, de la concurrence, de la valeur des audiences, etc. et qui récupèrent qu'une infime partie de la valeur qu'ils pourraient générer. Et moi, ma vision, c'est que les boîtes de demain, c'est des boîtes qui sont product media et qui en fait ont les deux briques et du coup on le contrôle sur 100% de la chaîne de la valeur et sont capables et de créer un produit et de le distribuer et du coup en le distribuant eux-mêmes de perdre d'avoir aucun intermédiaire et d'être 100% en contrôle sur la valeur avec une pénétration des audiences qui est beaucoup plus forte. Évidemment, si tu as un média qui délivre de la valeur à ton audience finale et que tu veux lui vendre ton produit, ce sera beaucoup plus efficace. Et il suffit de voir des exemples comme tu vois Mister V qui lance sa marque de pizza surgelée. Ah Évidemment que oui. sa marque de pizza surgelée elle est pas meilleure que les autres, mais il va devenir la marque numéro un parce qu'il a 5 millions ou 10 millions de personnes qui le suivent et qui sont contents d'acheter sa pizza surgelée en Ils fait. sont très attachés, voilà. Et puis en plus, il a fait une belle marque et tout. Et ça, c'est en fait c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, qui s'appelle le phénomène community-led growth. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'on ça. part de la communauté pour générer de la croissance. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, vous, Walaxy, vous avez commencé par être vous êtes plus sur un phénomène prod-led growth, c'est-à-dire en fait C'est vous ça. avez un produit qui était tellement évident et qui en Ouais, fait et qui est tellement facile à prendre en main que en fait quand tu as fait l'acquisition d'un client, il va en parler à trois autres personnes qui vont du coup c'est il y en a ça. deux qui vont closer, qui va leur en parler encore à trois personnes et deux, etc. Ouais. Et donc aujourd'hui c'est ce phénomène un peu en fait vous allez cumuler le prod-led growth avec le Ouais. community-led growth. Et ma question c'est aujourd'hui Wallaxy, ça va être quoi la tagline? Donc pas Wallaxy, l'outil Wallaxy, mais Wallaxy, le groupe et la suite d'outils, produits et médias. Ça va être quoi la... Est-ce que vous êtes quoi? C'est que des produits et que du contenu par rapport à LinkedIn, à Creator Economy? Vous répondez qu'à des besoins là-dessus ou ça va être un peu plus large? Alors, en vrai, c'est super dur de répondre à cette question parce que c'est très projection. Si tu me demandes ma vision, nous, aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est du logiciel en libre service dans la martech, donc dans l'industrie du marketing, en B2B. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les boîtes à gagner en visibilité à travers les différentes
canaux d'acquisition qu'ils peuvent avoir. Ça va être notre suite d'outils et ça va être aussi là-dessus que le média il se positionne. Ça va être créer du contenu qui soit de l'infotainment, c'est-à-dire à la fois informationnel, comment on peut aider les gens à acquérir les bonnes pratiques et les compétences pour développer la partie marketing et vente de leur business, tout en ayant un contenu qui soit plus divertissant que ce qu'on peut avoir de boring, tu vois, et qui soit trop chiant à consommer, tu vois. Ça va être ça la stratégie. Et donc là, après, sur la suite d'outils, tout reste à définir, mais ça va être ça, en sachant qu'il y a un vrai questionnement aussi sur le branding. Aujourd'hui, on a une marque forte sur Wallaxy. Est-ce que c'est ça qu'on veut garder? La boîte s'appelle plutôt Wapi. C'est ça le nom juridique. Est-ce qu'on veut commencer à créer un groupe WAPI avec différentes entités dedans, tu vois, les enfin, c'est des vrais questionnements qui sont pas résolus, tu vois, tu Ouais, prends parce que c'est l'Empire avec tellement les... dur de créer une marque ou quoi. Donc là, de dire je pars sur une autre marque, tu vois, je C'est trouve que ça. c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ouais, il y a un vrai enjeu. Il y a plein de choses qui restent à définir. C'est ça aussi qui est cool dans cette phase-là et qu'on va d'ailleurs évidemment build in public comme on l'a fait sur le reste, c'est-à-dire ben créer du contenu aussi sur ce qu'on fait sur nos propres médias, sur voilà les choix qu'on fait, pourquoi on les fait, qu'est-ce qui marche pas, sur toute cette partie passer de un à plusieurs produits. Ouais. Non, mais c'est pour ça que, ouais, donc par rapport à tout ça, c'est pour ça que ce serait quand même cool que tu récupères ton compte LinkedIn à un moment donné, parce que c'est quand même le levier le plus simple pour le faire. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, si LinkedIn, ils t'ont ban ton truc, c'est quoi? C'est parce que vous utilisiez ton compte pour faire des tests, en fait? Non, 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 c'est parce qu'ils savent que je suis le fondateur de Wallaxy. Ils prennent, il y a un mec à la main qui vient qui le compte, quoi. C'est Ouais, pareil ok, quand on a donc en fait, supprimé. t'es Ils ont le bouc émissaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont supprimé aucun compte de nos salariés. La plupart de nos faux comptes de test qui nous servent pour les tests produits, ils marchent très bien. Et ils ont juste pris le compte de mon associé et moi qui sommes sur le capital Ah social de oui, la oui. boîte. Puis ils ont, Tout comme, tu vois, pareil, comme Guillaume Moubèche qui a souvent été, exactement. qui a souvent été Ouais. ban. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Guillaume, est-ce que vous, avec tous ces, parce qu'il y a quand même de très très beaux outils français de Ouais. prospection, on a quand même un énorme vivier là-dessus. Est-ce que vous vous parlez entre vous tous? Ouais. Petit aparté d'ailleurs sur cette partie vivier, c'est assez intéressant de voir que il y a un mindset en France qui est le fait de ne pas vouloir dépenser trop d'argent pour faire son acquisition et d'être un peu scrappy. On raisonne l'entrepreneur français raisonne en coût et pas en gain, la différence des ricains, où les ricains sont très combien ça me rapporte et du coup combien je dépense pour ça, alors que les Français sont tout de suite combien je dépense. Et donc on est à la recherche de solutions qui soient les moins coûteuses possibles. Et donc on est un des pays les plus avancés finalement en growth hacking et en suite d'outils français Parce sur qu'on ce est des sujet. rapaces, en fait, c'est ça que tu es en train de On dire. est des rapaces et c'est Ouais. assez ouf de se dire que bah, Lemlist ils sont français, Phantom Buster ils sont français, Captain Data ils sont français, Casper ils sont français, Faro ils sont français sur ces La sujets grosse de machine sont français. l'automatisation, la grosse machine français, sur ces sujets de l'automatisation, qu'elle soit LinkedIn email ou la prospection, le scrapping, etc. On a vraiment des belles boîtes Oh, parce il y a qu'on a Zelic aussi, il y a Drop Contact, il y a Full and genre, Reach qui c'est arrive ça. là. Enfin, c'est vrai qu'il y en a plein, en fait, quoi. C'était Guillaume Cabane, qui est un ponte, on va dire, du growth et du growth hacking, et qui a travaillé dans de très belles boîtes aux US, qui je me souviens, une fois, disait dans un podcast, moi j'ai un unfair advantage sur les Américains, c'est que j'ai accès à une communauté qui s'appelle Growth Hacking France, qui est un Slack en France, qui est en français, et du coup auquel les Américains n'ont pas accès, et sur lesquels il y a les meilleures techniques scrappy, justement, qui sont partagées, parce que les Français ils sont à la recherche de ce petit hack, de cette petite opti et tout, et que lui, du coup, en tant que growth dans des belles startups aux US, ça lui donnait des billes. Donc on a vraiment une longueur d'avance sur ce sujet. Et donc pour répondre à ta question initiale, ouais, on parle. J'ai eu Guillaume il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines ou un mois, justement sur ces sujets multiproduits. On discute avec nos concurrents en général, qu'ils soient français ou US. Bah, parce que en fait, enfin c'est trop intéressant. T'as tellement d'insights à te partager. Et tu vois, typiquement nous sur la problématique de LinkedIn, bah, aujourd'hui c'est assez facile d'automatiser de faire de l'automatisation sur LinkedIn. En vrai, t'as un bon dev en une nuit, t'as fait un truc qui marche. L'enjeu, c'est de le scaler. C'est comment tu fais pour servir 10 000, 100 000 utilisateurs. Parce que là, c'est une toute autre problématique. Et bah, c'est intéressant. Nous, on discute avec nos top concurrents qui sont plutôt néerlandais et américains. Euh, pour rester au top de ça en se disant qu'en fait, les 3-4 meilleurs outils du marché, si on est capable de se partager les meilleures pratiques, bah, les 100 autres outils qui existent sur le marché, ils seront pas capables d'acquérir cette expérience qu'on a dans le scale de l'automatisation. Et oui, il peut se lancer des outils tous les jours. Franchement, il peut se lancer des outils tous les jours sur l'automatisation LinkedIn. On a une longueur d'avance sur notre capacité à le passer à l'échelle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vous, il y a quand même la grosse machine aussi qui savait très bien le faire Ouais. sur la partie LinkedIn. Et du coup, même ma question, c'est pourquoi, je pense que la réponse est dans ma question, mais pourquoi vous avez choisi de rester focus uniquement là-dessus,
Alors qu'en fait, vous auriez pu, votre toile d'araignée, vous auriez pu l'étirer encore plus et par exemple, vous lancer également dans le call email. Tu vois, enfin, l'enrichissement, vous le faites déjà. D'ailleurs, c'est très efficace là-dessus. Mais pourquoi, par exemple, après, on peut pas, ou alors peut-être qu'on peut, mais en tout cas, les gens sont pas au courant. Pourquoi après, on peut pas faire des grosses séquences d'emailing, des grosses séquences comme ça avec Walaxy? Ouais, ben en fait, c'est marrant parce qu'on peut, mais Ouais, mais les gens sont pas au courant en fait. Moi, tu vois, moi le exactement. premier. Et pourquoi ils sont pas au courant? Parce c'est un positionnement marketing qu'on a choisi volontaire. En fait, pour l'histoire, donc notre premier produit s'appelait Prospecting, et faisait que l'automatisation LinkedIn. Et on a lancé ce produit-là, et en fait, en tant que primo-entrepreneur, bon bah ça a super bien marché parce qu'on a lancé super vite et tout. Et bon, vérité, c'est qu'on n'a pas compris tout de suite pourquoi ça allait marcher. Et au bout d'un an, on a quasiment 50 000 utilisateurs. Et on se rend compte que techniquement, le produit, il fait pas l'affaire et que on a des gros problèmes d'architecture et qu'on n'est pas capable de servir plus de gens. Donc assez vite, on se dit qu'il faut faire une V2 qui s'appellera Walaxy. Et on se dit, ah, tant qu'à faire une V2, autant servir tous les clients qui viennent au support et qui nous disent qu'il leur manque des fonctionnalités, etc. Et évidemment, le cold emailing revient souvent. Et donc, on sort cette version 2 de Walaxy début 2021. Et les premiers retours utilisateurs sont catastrophiques. Ils nous disent, mais les gars, on comprend rien à comment ça marche. Vous avez ajouté plein de fonctionnalités, mais du coup, c'est hyper dur à utiliser, etc. Et à ce moment-là, on réalise qu'en fait, notre valeur ajoutée, c'était pas les fonctionnalités, c'était le fait que le produit était super simple à utiliser. Et on perd notre product market fit à ce moment-là. Et donc, pendant quasiment un an, on travaille à simplifier le produit et à simplifier le discours pour que ce soit le plus clair possible. Et sinon, on s'est rendu compte, c'est que 80% de nos clients n'ont jamais fait de prospection LinkedIn avant. Et ils n'ont jamais fait de prospection en ligne tout court, en fait. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est rendre accessible la prospection à n'importe qui. Et le problème, c'est que plus tu ajoutes des canaux, plus tu crées de la complexité. Pour te donner une idée, en fait, l'emailing, aujourd'hui, ben, le cold emailing, c'est devenu super compliqué. Il faut faire toutes tes configurations DNS, être capable d'accéder à ton nom de domaine pour pouvoir faire ces modifications-là, pour que Ah ouais. ton nom de domaine soit clean. Il faut chauffer ton nom de domaine, etc. Et donc, le time to value, le temps entre le moment où ton utilisateur il s'inscrit et le moment où il obtient la valeur du produit, elle est super longue. Et nous, notre cible, c'est trop long pour eux. On n'est pas capable de les servir sur ça. Par contre, LinkedIn, c'est super simple. Tu connectes ton compte LinkedIn, ça y est, tu as une liste de prospects, tu peux contacter des gens. Et donc, la valeur, on la délivre beaucoup plus vite sur LinkedIn. Donc, on s'est rendu compte que faire l'emailing, c'était ajouter de la complexité. Et évidemment, aller faire du Twitter, du WhatsApp, c'est pareil. Demain, tu veux faire, bah, déjà, regarde les taux d'enrichissement d'emailing. C'est-à-dire que tu veux faire de l'emailing et du LinkedIn en même temps, il faut que tu aies les infos LinkedIn et les infos d'email. Déjà, tu perds un prospect sur deux, parce qu'il y a une personne sur deux pour qui on n'est pas capable de trouver l'email. Demain, tu veux faire du Twitter. Bah, c'est pareil, il faut trouver le Twitter du mec. Mais ça, ton utilisateur final, il le comprend pas. Il dit, bah, j'ai le profil du mec, je veux que tu me contactes sur Twitter. Non, il comprend pas. Notre utilisateur final comprend pas. Et donc, on a voulu simplifier ce discours-là le plus possible. Et donc, on a choisi de pas ajouter de briques et de dire, non, non. Nous, ce qu'on fait, c'est d'être les meilleurs possibles sur l'automatisation LinkedIn et que ça soit accessible à notre grand-mère, tu vois. Et oui, franchement, aujourd'hui, tu t'es un utilisateur averti, va pas chez nous, va chez la grosse machine. La grosse machine, ils ont un produit de fou qui te permet de faire énormément de choses. Ils sont super bons là-dessus. Par contre, si t'as jamais fait de prospection de ta vie automatisée, appréhender le produit, ça va être super compliqué. Et en fait, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et donc, c'est d'un enjeu de qui tu cibles. Et nous, notre postulat, ça a été de se dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont pas avertis que de gens qui sont avertis. Et donc, notre marché est beaucoup plus intéressant si on cible des gens qui en ont jamais fait que des gens qui en ont déjà fait. Ok, et il va me rester deux questions parce que je vois que l'heure tourne. Déjà, la première question, c'est pourquoi, en termes de branding, vous êtes passé de prospecting à Walaxy? Parce que alors, je crois que est-ce que c'est deux produits différents ou enfin, c'était quoi c'était quoi la raison à ça? Ouais, il y a eu plusieurs raisons à ça. Il y a eu beaucoup de questionnements sur ça. Est-ce qu'on fait un prospecting V2 ou pas? Le nom prospecting, on l'avait choisi à la volée comme ça. On s'est dit, ouais, on prospecte sur LinkedIn. Prospecting, viens, on prend la typo de LinkedIn. On fait ça, on met ça en vert dans un PowerPoint. Littéralement, le premier logo, c'est moi qui l'ai fait sur un PowerPoint. Et ça marchait très bien. Et on s'est dit, bah là, on a envie de faire une vraie boîte. On a 50 000 utilisateurs. Viens, on change le nom. Honnêtement, c'était une mauvaise idée d'un point de vue purement branding. Parce que Walaxy, personne ne sait l'écrire. Donc aujourd'hui, notre marque est autour de ça, mais personne ne sait l'écrire. Ça dit Ouais, pas. on sait jamais où est-ce qu'il faut mettre le double A. Moi, C'est ça. heureusement, maintenant, mon iPhone et mon Mac, comme j'ai eu l'habitude de l'écrire, des fois, il me corrige, mais au Ouais, début, c'était un enfer. c'est ça. Et on a droit à tous les trucs. Walazi, Walaxy, Walari. Enfin, on a à peu près Ah, tu tous vois, les en plus, trucs même là, possibles. t'as ta tête devant, donc on sait même pas, là, tu vois, du coup. C'est ça. Ah oui, c'est au début qu'il y a les deux A. C'est ça. C'est au début qu'il y a déjà. Et donc, pas forcément un super move. Un gros risque au niveau du SEO aussi. On a dû changer notre nom de domaine. Donc, on a dû faire tout un système de redirection. Ça nous a pas mal impacté, etc. Et la raison principale pour laquelle on a fait ça, c'est que on avait construit un nouveau produit de zéro.
et on n'avait pas de compatibilité entre les deux. Et en fait, on avait dû faire des choix d'architecture technique tellement différents du prospecting qu'on ne pouvait pas créer vraiment de pont parfait entre les deux. Et donc, c'était compliqué d'avoir le produit avec le même nom, parce que ça voudrait dire qu'on n'était pas capable de transiter nos clients de la V1 à la V2. Ah ouais, donc Et t'étais obligé d'avoir les deux, quoi. En fait, parce que c'est ça qu'à un voilà, moment donné, les deux ont coexister cohabité. pendant longtemps, ouais. Ouais, Ouais. Tu vois, même moi, quand même Wallaxy existait, moi j'avais. Parce que Prospecting, c'est ça, c'était un petit peu la version un peu freemium. Et du coup, moi j'avais démarré, enfin, j'avais essayé d'appréhender ça avec ouais, Prospecting, justement. c'est ça. Et ça a vécu pendant quasiment 2 ans avant qu'on le ferme complètement, tu vois. Et donc aujourd'hui, il est Ouais. complètement fermé là. Aujourd'hui, complètement fermé. Alright. Bah écoute, on va arriver vers la fin de ce podcast. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange. Toi, du coup, toi, non, si je résume les grands chantiers et les grands enjeux du moment, c'est du coup de faire de Wallaxy un groupe avec une Ouais. suite d'outils, donc qui sera plus seulement Wallaxy, l'outil de prospection que vous connaissez. C'est quoi, tu t'es déjà mis un peu un objectif là-dessus? C'est quoi, c'est faire une boîte, enfin un nouvel outil par an, tous les 6 mois? C'est quoi un peu l'idée? Moi, T'as déjà un peu une roadmap un peu de fait là-dessus? mon premier objectif, c'est de faire une deuxième boîte. D'en Et faire déjà une deuxième. moi, Et donc nous, ça va. dans notre culture, on a un truc, c'est make it work, then make it better. Et donc, viens, on fait une boîte, on voit ce que ça implique de passer d'une boîte de 60 personnes sur un produit à une boîte de 60 personnes sur deux produits. Puis viens, quand ça c'est OK, qu'on a appris nos erreurs, on fait une troisième boîte, puis on fait une quatrième boîte. Mais il n'y a pas de Ouais. roadmap, c'est tellement, comment dire, incertain que déjà faisons-le une fois. Puis en fait, si ça Ouais, marche, ouais. on le fera 10 fois. Ah, Mais clairement. faisons-le une fois. Et Et documentons ça, tout t'as, ça pour être meilleur. et ça, t'as pas peur d'un point de vue RH? Mais ça, c'est souvent un peu le. Tu sais, quand t'as un truc qui cartonne, une marque forte, etc., une équipe, voilà, les gens, ils sont Wallaxy au fer rouge. Les quelques-uns qui, à un moment donné, du coup, vont être un petit peu mis en mode squad sur une nouvelle marque. T'as pas peur que ça les fasse chier, qu'ils se disent, putain, on fait plus partie de Wallaxy. Enfin, on est un peu une sous-culture dans la culture, quoi. Mon inquiétude elle est plutôt inverse. C'est que ça fait longtemps qu'on vend à la boîte qu'on va faire du multiproduit. Et quand on va avoir une squad de 5 personnes qui vont être sur leur produit, mon inquiétude c'est plutôt de maintenir le niveau d'engagement des gens qui sont sur Galaxy. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont drivés par dire, attends, les gars, on a une super rétention de talent. On a une grosse partie, enfin, on a 80% des gens qui étaient là, qui nous ont rejoints il y a 4 ans, qui sont toujours là. Et l'enjeu, c'est de garder cette rétention-là. Ça fait 4 ans qu'ils testent sur Galaxy. Et peut-être qu'ils bah, ils seront évidemment pas tous choisis pour passer sur un nouveau produit. Et donc, ils vont Ah être ouais, là à donc le nouveau produit, enrôler c'est leur les premiers de pain. la classe un peu qui vont y aller, quoi. Non, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre ta performance dans une boîte de 60 personnes et ta performance dans une boîte de 5 personnes. Et c'est pas du tout les mêmes compétences que tu recherches. Et donc je vais chercher des profils que je pense être les bons pour démarrer une boîte de 5 personnes. Et c'est pas forcément les mêmes qui performent dans une boîte Ouais, de ouais, 60. des profils plus starter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment différent. Enfin, c'est pas toi qui vas me Donc faire ça, c'est l'un des premiers enjeux. Et le deuxième gros enjeu, c'est bah, du coup, c'est de développer ce le média média. et cette marque média, donc qui s'appelle Ouais. Supernova. Déjà, en fait, là, si les gens ils veulent aller s'inscrire, c'est quoi? Ils peuvent aller sur Substack déjà pour la newsletter. Et puis il y a Ouais. déjà, je suppose, la chaîne YouTube. Parce que pareil, sur Instagram, c'est Supernova ou c'est Ouais. Wallaxy, c'est quoi du coup? Aujourd'hui, c'est Supernova. Supernova by Donc c'est Galaxy. Supernova partout. Supernova Ok. by Galaxy et tu nous trouveras partout. Bon bah alors allez-y, comme ça vous pouvez vous régaler. Et le Absolument. troisième enjeu, Encore créé. c'est libérer, s'il vous plaît, messieurs de Microsoft, le compte LinkedIn de Toinon Georget. Exactement. Ça va être le troisième enjeu de 2024. Pour que je puisse continuer à documenter mon aventure en public. Exactement. Et franchement, les gens de LinkedIn écoutent ce podcast, donc il y a moyen que tu sois entendu. Est-ce que j'ai oublié des sujets? Il y a des trucs dont tu voulais qu'on parle et dont on n'a pas parlé. Ah, franchement, on a fait un bon tour, hein. C'est On cool. a fait On un a bon parlé tour un en peu une heure là, on est culture, un good, peu hein? recrutement, un peu Montpellier, un peu contenu, un peu même Orga Process, tu vois, avec un peu de. C'est ce que j'aime bien dans les formats longs aussi, c'est justement ce que t'as pas l'occasion de raconter sur LinkedIn. Oui, tu peux mettre en avant tes chiffres, mais à la fin, t'as toujours des galères derrière que tu peux difficilement documenter sur LinkedIn. Enfin, en tout cas, dès qu'il y a de la nuance, ça marche pas. Et j'aime bien les formats longs, on peut mettre de la nuance et dire, bah ouais, on est une super culture, mais ouais, il y a des jours où ça se passe pas bien. Enfin, tu vois, la vie est plus complexe qu'un post LinkedIn. On est d'accord, hein, franchement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Toinon. Je vais faire les petites mentions légales de fin. Si vous nous écoutez sur YouTube, bah, à la base, abonnez-vous, likez la vidéo, ça nous aide pas mal pour le référencement et ça fait du bien à mon ego qui est démesuré. T'as un Si petit vous nous lien, t'as un petit écoutez, lien Galaxy, non? Avec 20%, il y a pas un truc comme ça? Ou 2 mois offerts, je sais plus. on peut faire ça, mais je croyais que tu faisais jamais de ristourne. Non, mais je fais rarement des ristournes, mais t'as pas un petit lien avec Frisbee, machin truc, là?
Ah bah franchement, si tu veux, moi je suis trop chaud, on peut faire une petite offre pour Wallaxy. Bah écoute, on voit le lien après, et du coup il sera dans la description. Je vais Allez, quand on même me fait le ça. noter parce que ça c'est un truc que je vais oublier sinon. Je le note tout de suite. Et donc du coup, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur c'est quoi d'autre? Spotify, Apple Apple Podcast. Podcast, etc. Bah pareil là, abonnez-vous et surtout mettez 5 étoiles. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément à exister dans cette jungle qu'est le podcast. Et sinon, bah quoi dire de plus? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci toi non pour le temps. Allez sur Wallaxy, allez sur Supernova, allez sur lachapelle.club, allez partout, allez me retrouver sur LinkedIn et peut-être tapez toi non Georget sur LinkedIn. Peut-être que quand le podcast Ouais. sortira, peut-être qu'un jour il sera ressuscité de la plateforme. Et d'ici là, à bientôt sur La Chapelle Radio. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut Hugo, merci.